qui a été d'une patience d'ange, n'est-ce pas? Thérèse ne nous parle pas d'elle. Sa mission, c'est de nous parler de son papa. Son papa est décédé il n'y a pas très longtemps, 1 ou 2 ans. En septembre 2002. En septembre 2002, à un peu plus de 90 ans. Oh, 92 ans. Voilà. Il a bu sa première coupe de champagne quand il avait 90 ans. Il a bien voulu concéder que ce n'était pas si mauvais que ça. C'était pour faire plaisir à ses enfants. Voilà. Alors évidemment, Thérèse n'a pas n'importe quel papa dans cette communauté. Ce papa, c'est Jerzy Szcześniewski. Jerzy Szcześniewski, c'est sans doute, à mon avis, le personnage le plus hors norme des 80 ans de présence polonaise dans l'ensemble. Et comme ça, on a toute une série de personnalités marquantes, mais lui est hors cadre, si vous voulez, et je n'ai pas voulu qu'on fasse cette journée aujourd'hui sans attirer l'attention sur lui. Alors, on ne fait qu'une politique des échantillons, n'est-ce pas? On a dit, on ne peut pas épuiser les sujets, même si c'est frustrant. Donc, ton papa a été à la fois un scout et à la fois un militaire. Et notamment, il a été déporté dans un camp de concentration, un vrai, Majdanek, il s'en est sorti. Il est revenu. C'est déjà parcouru. Alors il me semble que comme amorce, ça suffit. Nous avons palabré au téléphone pour savoir s'il fallait dire le scout d'abord ou le militaire d'abord. Alors, c'est à toi. Alors moi, je vais peut-être commencer avant de parler de papa. C'est vrai que je parle de lui aujourd'hui, mais je ne voudrais pas oublier maman. Pourquoi? Parce que c'est grâce à maman que je suis rattachée à la communauté des Mines de Potasse. Je dois dire que j'ai eu cette chance, ce privilège, ce grand bonheur d'être la fille de mes parents et en fait la fille d'une réconciliation de deux milieux. Et en ces temps, on parle beaucoup de socialisme, de communisme pour notre communauté. J'ai eu cette chance en fait d'avoir un père qui venait de l'aristocratie polonaise, un noble, et du côté de son père, du côté de sa mère, et maman qui vient donc une fille du peuple, vraiment, puisque je voudrais en profiter pour parler donc de mon grand-père qui était un garçon boucher en Pologne et qui a épousé ma grand-mère, qui était une orpheline qui gardait d'abord les oies quand elle était toute petite fille, ensuite qui en grandissant gardait les vaches, qui en hiver me disait qu'elle se réchauffait ses pieds nus sous les bouses des vaches, et qui ensuite a appris, en travaillant comme ça à la ferme, a réussi à mettre un petit peu d'argent de côté parce que sa grande passion c'était d'apprendre la couture. Donc elle a appris la couture et ces deux jeunes se sont trouvés, deux orphelins qui se sont trouvés, qui se sont mariés, qui ont eu 3 enfants, et avec 3 enfants, le 4e dans le ventre, ma grand-mère est venue avec son mari ici, dans le bassin potassique. Et je dois dire que toute mon enfance, et ça a été une enfance très heureuse, je l'ai passée en compagnie de ma famille du bassin potassique, dont je suis très fière. Et on va quand même rappeler son nom, parce que c'est un nom important. Oui. Donc c'est la famille Jaworski. La famille Jaworski a aussi beaucoup donné et milité. Oui, et donc ma grand-mère, mon grand-père qui est décédé, mais ma grand-mère qui depuis que j'étais toute petite nous a tous habillés, puisqu'elle a fait la couture pour tout le monde. C'est grâce à elle aussi qu'on a pu survivre, parce qu'elle nous a tous habillés dans la famille. Et surtout, le souvenir que j'ai en tant qu'enfant, j'adorais être chez elle, j'y allais très souvent, c'est que en cousant, eh bien, elle me parlait de la Pologne, de sa vie, elle chantait et elle priait. Et ça, je crois que ce sont des aspects très importants de la Pologne aussi, en tout cas, ce qui m'a été transmis, puisque moi je ne suis là que en tant que quelqu'un qui parle de ce qui m'a été transmis de la Pologne. Et ma grand-mère, c'est ça, c'est cette grande foi en la vie, son amour de son pays, son amour de sa communauté, et puis de toutes les traditions, de la religion, de la culture, du folklore,
et tout simplement l'amour de son pays. Donc ça, je voulais le souligner avant de parler de papa. Et donc elle a transmis avec son mari, elles ont transmis ça à maman, qui, c'est pas pour rien, maman était comme beaucoup de ces femmes, beaucoup de ces Polonaises, des femmes de l'ombre, mais ô combien actives, parce que maman a quelque part permis à papa de faire ce qu'il a fait après son arrivée, après la guerre, parce que c'était une femme aimante, que c'était une femme qui admirait son mari, qui était très ouverte, qui était très patiente, mais qui était dans sa simplicité disposée à lui laisser un peu c'est lui qui avait la vedette quelque part. Le rôle total. Tout à fait. Et je crois qu'il fallait beaucoup de courage, d'abnégation et d'humilité pour être comme ça une femme de l'ombre, mais elle a beaucoup d'amis. Elle a beaucoup d'amis à papa. Donc je reviens au sujet principal qui est mon père. Alors, je ne sais pas si je vais en parler avec de l'objectivité, en tout cas je vais en parler avec de l'amour parce qu'on a eu cette grande chance d'avoir énormément d'amour. C'est déjà la première des choses. Papa nous a donné son amour de père, mais aussi son amour de Polonais. Son amour de Polonais veut dire que j'ai parlé polonais jusqu'à l'âge de 5 ans, parce que j'ai appris la langue française en allant à l'école à 5 ans, et que je me sentais bien étant polonaise. Je ne savais pas ce que c'était qu'être française, je me sentais totalement polonaise. J'étais dans un milieu préservé avec un père qui nous donnait donc, de l'amour, mais surtout des connaissances. Il parlait beaucoup de ce pays d'avant-guerre. Alors je rebondis pour dire qu'on a été baigné dans l'amour du pays, mais aussi dans la souffrance. Le Jal, c'est ce que c'est. La souffrance d'avoir perdu son pays, d'être expatrié, de ne pas être dans sa... Jal, nostalgie. Jal, nostalgie, tout à fait. C'est pour ça que ça... Je vais te dire ce que je vous ai dit. Je vous rejoins et je comprends un peu parce que jamais personne ne le sait. C'est la première fois que je vais en parler aujourd'hui. C'est que ma maman, si elle a tellement souffert, si elle m'a tellement transmis cet amour aussi, c'est parce que mon arrière-grand-mère était également une femme noble. Et elle est sortie d'un milieu, qui est venue ici, elle était complètement dépaysée. Et évidemment, dans ma famille de Pologne, il y avait des étiquettes. Il fallait quelque chose, quoi. Alors il fallait s'adapter là-bas, une autre culture de nouveau que celle que j'avais nouveau ici. Je n'avais jamais parlé dans chaque Polonaise. Vous m'avez maintenant fait remonter On a bien vu. Je ne l'ai jamais dit, mais je le dis maintenant. Et je rejoins un petit peu ce que vous dites aussi. Mais ce Jal, ça fait partie de l'esprit polonais, de cette âme polonaise, de ce romantisme. Ça mériterait toute une séance. Voilà. Je l'évoque, mais j'ai baigné là-dedans, dans cette... Mais je crois dans une grande fierté d'être polonaise. J'ai chance d'avoir un père qui a su nous transmettre la fierté d'être polonais. Il nous parlait depuis notre petite enfance de tous les héros. C'était un noble, donc forcément, pour lui, l'attachement à la terre, l'attachement à ses racines, et en cela, il rejoignait mes grands-parents maternels, qui étaient aussi des terriens, vraiment dans tout ce que ça représente, l'attachement aux racines, à la terre, l'amour de la terre, et tout ce que la terre leur a donné. Donc ça, j'ai vraiment baigné là-dedans, j'ai apprécié. Mon père, c'est vrai que c'était pas facile pour lui. Parce qu'en venant, donc pendant la guerre, il a été déporté, il était avant tout scout, c'est vrai, scout, militaire, c'était deux entités qui faisaient partie de ce personnage. Je ne sais pas par quoi j'ai commencé, je vais dire un peu de manière je t'aide un peu, dans l'armée, il avait le grade de capitaine, n'est-ce pas, c'est-à-dire qu'il était d'abord sous-lieutenant quand il est entré dans l'armée. J'ai commencé peut-être par le début, c'est-à-dire qu'il était orphelin. Il était orphelin de mère à l'âge de 5 ans. Il s'est marié, il a très mal vécu cela. Remplacer sa mère pour lui c'était difficile. Et son père très vite est mort. Et donc il s'est construit un petit peu tout seul. Il est allé rejoindre ses grands-parents maternels et il est rentré dans le scoutisme. C'est le scoutisme qui est rentré dans lui. C'est ce qui a quelque part remplacé ses parents. Le scoutisme, la patrie, Dieu. Je crois que c'est ce qui sont les deux choses les plus importantes pour lui. C'était sa foi
et puis son patriotisme. C'est comme ça qu'il s'est construit. Et donc, par ce fait même, il a voué sa vie au scoutisme, et bien sûr, il est entré dans l'armée, et après, il était sous-lieutenant, et très vite, il est monté en grade, il était capitaine, il était dans la résistance, dans Varklash, la résistance de Lublin. Et là, bon, tout son réseau a été trahi, et il a été torturé dans la prison de Graviac à Varsovie pendant un mois. Pendant un mois, il a été torturé là. Il devait être pendu. Il devait être exterminé, pendu. Et là, à ce moment-là, il y a eu des bombardements sur Varsovie. Et il s'est arraché ses moustaches. Il y avait, on l'a laissé là, puisque tous les militaires, tous les soldats allemands ont été appelés en renfort, puisqu'il y a eu ces bombardements sur la ville. Donc lui a été laissé là, il s'est rendu compte que c'était peut-être sa chance de salut. Donc il a arraché toutes ses moustaches. Et à ce moment-là venait un nouveau convoi de prisonniers, disons de personnes, pas de prisonniers, de personnes qui avaient été arrêtées dans la rue. Et il est rentré dans ce groupe. Il était seul, il avait les mains enchaînées, comme ça en arrière. Il est rentré dans ce groupe, il a réussi à se libérer, à arracher ses moustaches. Et bien sûr, quand les soldats sont revenus, on le cherchait partout. Et il n'a pas donné son nom. Et c'est comme ça qu'il a pu être sauvé. Donc dans ce groupe de prisonniers, il a été déporté donc, dans les camps, il a été Majdanek. Je veux dire qu'il a été dans 5 camps différents. Mais le plus longtemps, il est resté à Majdanek. Il était à Bergen-Belsen, Dora, Grossrosen, je ne me souviens plus du 4e, et donc Majdanek. Et Majdanek, là aussi, il avait voué son... Il est resté pendant 3 ans et demi en tout dans les camps. Et Majdanek, en tant que scout, il a voulu s'occuper des jeunes qui étaient dans le camp. J'en parle parce qu'à Majdanek, il s'est occupé d'un jeune garçon qui est devenu médecin, le docteur Pavlak, qui a écrit d'ailleurs un livre, et il a parlé de papa. Et ce garçon a été sauvé grâce à papa. Et il s'est promis qu'en sortant des camps, c'était un mécanicien, il devait avoir 17-18 ans, et il s'est promis qu'en sortant des camps, quelque part par reconnaissance pour papa, il allait faire des études de médecine, ce qu'il a fait. Il est devenu médecin. Le hasard a voulu qu'il est venu, quand il a su que papa vivait en France, il est venu en France et il a voulu rencontrer papa, et qu'il a rencontré papa qui était à Urbès. Papa faisait donc œuvrer en tant que scout à Urbès, et que le hasard, encore une fois, j'en parle, le hasard a voulu que ce docteur Pavlak a reconnu en arrivant à Urbès un endroit où il était emprisonné, puisqu'il avait été transféré de Majdanek dans un autre camp en Pologne, et il a été transféré au Struthof. Et de Struthof, il a été transféré au camp d'Urbès. Puisqu'il y avait une annexe du Struthof à Urbès, puisque dans le tunnel de Urbès, les Allemands construisaient donc les fusées V1, V2, et que papa avait découvert, avant même que le docteur Pavlak ne vienne à Urbès, papa avait découvert ce tunnel et s'était dit, et a reconnu, a dit, mais c'est exactement ce que lui faisait dans un autre camp, je crois, Bergen-Belsen, c'est cette fabrication de cette fusée. Et à l'époque, personne n'en parlait à Urbès. Il a essayé d'en parler, de l'évoquer, personne ne voulait en parler. Et c'est le docteur Pavlak qui lui a donné la confirmation qu'il avait été dans ces tunnels et qu'il travaillait dans ces tunnels. J'avais vu ce tunnel, j'ai vu travailler. Vous avez vu, j'ai vu. Tout à fait. Donc, vous voyez, le hasard a fait des choses que... On imagine le choc de la découverte. Tout à fait. De la Pour papa, coïncidence. oui. Pour papa, c'était une certitude, mais ça a été confirmé par le docteur Pavlak. Et le docteur Pavlak retrouvait mon père après tant d'années dans le lieu où il avait été, emprisonné, où il avait souffert. Donc, je fais des détours de tout ça pour revenir dans mon père. Ce qui reste des témoignages qu'on a pu recueillir sur la période de l'internement, de la déportation, tout ça, c'est que ton papa a toujours été considéré comme quelqu'un d'incroyablement débrouillard, n'est-ce pas, pour s'en tirer, trouver la ficelle par laquelle on allait pouvoir biaiser, n'est-ce pas, il n'avait finalement pas son pareil. Et c'est, je crois, très très important, parce que finalement, la condition de déporté, c'est un art de survivre.
Oui. si j'ose dire. Oui. Et je pense qu'il a été aidé en cela par sa condition d'orphelin. En tant qu'orphelin, il a dû se débrouiller tout seul. En faisant du scoutisme, il a appris aussi à se débrouiller. Et c'est Typiquement. C'est pour ça que je dis, on est tout à fait dans l'esprit. voilà, il y a une imbrication Oui, entre oui, le militaire oui. et le scout. Oui. Et le scoutisme, pour lui, c'était la survie. Oui. C'était donner un sens à sa vie, donner sa vie pour le pays, donner sa vie pour les jeunes. C'était ça. Oui. Ça faisait un tout. Et il nous a transmis cela. Je suis extrêmement content que tu nous dises cela, parce que nos auditeurs non polonais ont comme marque très distinctive, n'est-ce pas, leur appartenance originelle au scoutisme également. Donc finalement, vous êtes en famille là. Oui, tout à fait. Je crois que il était certainement il était scout avant d'être militaire, parce que je me rappelle, dans mon enfance, comme il nous transmettait beaucoup de ses valeurs, et notamment de sa foi, de sa religion. Nous, en tant qu'enfants, on l'interpellait en disant, mais comment, en lisant les béatitudes, comment peux-tu parler de militaires alors que les militaires sont armés? Et il nous a très tôt, il nous a fait la différence, il nous a bien rendu attentifs à la différence entre une armée défensive et une armée conquérante. Et il nous disait, il nous expliquait par cela que la Pologne était un pays qui devait se défendre pour sa survie, puisque c'est un pays qui était en permanence conquis par les différents voisins, et donc en permanence agressé, qu'on a voulu rayer de la carte, combien de fois. Et donc il nous a convaincus, les 4 enfants, il nous a convaincus que l'armée, c'était pour lui la continuité du service rendu, de ce scoutisme, et c'était toujours le scoutisme qui était la base. C'est le service rendu à son prochain et à son pays. Et c'était la survie de son pays qui en dépendait. Donc pour lui, quand je dis il était... L'État militaire était une déclinaison de l'État originel qui est l'État de scout. Tout à fait. Mentalement. Tout à fait. Et papa disait toujours c'était Henryk Jerzy, mais il était Jolaf. Jolaf, c'était son nom de totem, nom de totémisation, qui était donc Il y a toute une série de surnoms, n'est-ce pas? Mais Jolaf, c'était vraiment, il signait, c'était vraiment son nom, il se sentait Jolaf, il se sentait profondément scout, c'était vraiment sa raison de vivre. Et c'est pour ça que quand il est arrivé en France, d'ailleurs, tout de suite, je veux dire que quand à la Libération, il s'était enfui, il était dans un des convois qui sortait de Majdanek pour être exterminé. Et pendant ce convoi, pendant ce trajet, il a pu s'enfuir. Et il est immédiatement tombé sur les armées de libération américaines. Donc il est rentré dans l'armée américaine et il a demandé à rester en Allemagne. Il est resté en Allemagne pendant quelques années. Pour tout de suite après la guerre, il a créé là un camp, un village polonais, parce que son but était de récupérer le maximum de jeunes qui avaient été déportés de Pologne et qui beaucoup étaient dans des fermes allemandes, puisqu'ils avaient été déportés pour le travail, donc beaucoup de jeunes. Il a aussi fait tous les hôpitaux psychiatriques d'Allemagne pour récupérer notamment des jeunes filles qui avaient été abusées, violées, et qui, en se défendant, a été renvoyé dans des hôpitaux psychiatriques en Allemagne. Et là, il a créé une communauté polonaise, où il a parlé d'école, de l'enseignement, où il a créé des classes, où il a demandé à ce que ses enfants puissent tout de suite bénéficier de l'éducation. 2 secondes. On va y dire oui, tout à l'heure, tu as raison absolument de dire cela, mais on va disons, manifester par un fait tout à fait inédit, je dirais unique. Ce que je voulais juste encore pour coiffer d'un mot cette question de l'État militaire, M. Szczesniewski est quand même dans notre communauté l'homme qui a été décoré de la plus haute distinction militaire que l'État n'a, qui est l'ordre des troupes militaires et qu'il a eu à titre au titre du service actif. Voilà, et donc ça vaut largement notre médaille militaire, notre Légion d'honneur, n'est-ce pas? Il est quand même le seul, et bien jeune, à l'avoir eu. C'est assez dire par quoi il a passé.
ce qu'a été sa guerre, entre guillemets. Mais il a fait mieux encore après, n'est-ce pas, par sa carrière professionnelle, n'est-ce pas, chez Clancy. Voilà, donc il n'a pas été mineur, n'est-ce pas, voilà, lui aussi appartient au secteur de Mulhouse, et donc il a eu sa vie professionnelle là-bas. Alors chez Clancy, il n'a pas fait comme tout le monde. Alors, Non, voilà. c'est vrai que justement quand il est resté donc en Allemagne, je vais quand même continuer. En Allemagne, donc il s'est occupé de jeunes, et ensuite tous ces jeunes soit sont partis en France, mais surtout en Angleterre, aux États-Unis, en Australie. Certains sont retournés en Pologne également. Lui ne voulait pas retourner, il a été sollicité pour entrer dans le gouvernement polonais. Il a toujours refusé puisqu'il était très attaché à ses valeurs personnelles et qu'il ne voulait pas collaborer dans un régime communiste. Donc il est resté, il a préféré rester à l'étranger. Il a choisi la France puisque la France pour lui était le pays des droits de l'homme, le pays de l'humanisme, le pays pour lui, le pays frère de la Pologne, un pays qu'il aimait par-dessus tout, donc, et le pays qui était le plus proche de la Pologne, sans être limitrophe, puisqu'il y avait l'Allemagne, il voulait retourner en Allemagne. Si je veux dire aussi celui des Lumières, oui. Oui, tout à fait. Oui, l'humanisme, voilà. Essentiellement l'humanisme, et parce que la France était de tout temps l'ami de la Pologne. Donc c'était cela. Donc il est allé s'installer à Paris. Il est resté à Paris un moment, et c'est là à Paris qu'il était très ami avec un prêtre qui connaissait la communauté polonaise ici en Alsace, et il lui a dit écoute, il faut que tu viennes en vacances pour rencontrer la communauté polonaise. Et papa est arrivé ici, et il est arrivé, comme il maîtrisait bien le folklore polonais et le chant polonais, bien sûr, il faisait du scoutisme, il est venu lors d'un regroupement de jeunes qui voulaient apprendre le folklore. Et c'est là qu'il a fait la connaissance de ma maman, qui était une jeune fille de 17 ans à l'époque, et que Cupidon est passé par là, et les parents avaient 22 ans de différence, mais que maman dansait avec Monsieur Gienba. C'était le premier couple du groupe, et que papa est venu voler maman dans ce lit, et qu'il l'a épousée, donc un an après, voilà, nous sommes issus de cette... Nous sommes en quelle année là ? 50, 51. Voilà, 50. Vous étiez présent, Jean-Marie. D'accord. Donc, papa est arrivé là, mais lui était, parce qu'il était instituteur en Pologne, il avait une formation d'instituteur, mais en même temps, il suivait des cours à l'université, des cours de pédagogie et des cours de lettres. Et il est entré dans l'armée, donc il a fait plusieurs choses en même temps. Il est entré dans l'armée, donc en tant que sous-lieutenant, et pendant la guerre, il a eu ce grade de capitaine et ensuite de commandant. Puisqu'il a fait la résistance, il avait ce grand réseau de résistance, Backlash, et il est venu en France, mais en France, il n'avait rien. Il n'avait rien. Puis il a commencé par étudier au Louvre, déjà. Il était avec les anciens à la maison des anciens combattants. Et arrivé en Alsace, eh bien, il s'est retrouvé avec rien, pas d'argent, pas de formation, rien du tout. Donc il a connaissant maman, très vite, les enfants sont arrivés, donc mon frère est né, et il était soutien de famille, donc il fallait absolument qu'il travaille. Il a eu un poste de manœuvre dans une usine textile, il lavait des chiffons. C'était son premier travail, après tout son passé glorieux, entre guillemets, il a lavé des chiffons. Et là, il a eu la chance de faire la connaissance de M. Clancy, qui lui, M. André Clancy, qui était vraiment un homme remarquable. Ce qui les a unis, ces deux hommes, c'est justement leur foi. Parce que M. Clancy se vouait à la prêtrise. Ça, peu de gens le savent. Et son père, qui avait créé l'entreprise Clancy, voulait que son fils prenne la relève. Et M. Clancy a eu, c'est papa qui m'a raconté, puisqu'il est devenu l'ami de M. Clancy, et M. Clancy a eu comme ça un état d'âme et se demandait, il balançait, est-ce que je serai prête ou est-ce que je dois prendre la relève? Mon père me le demande. Et l'évêque lui a dit, je pense que tu devrais prendre la relève de ton père. Mais M. Clancy avait une foi très profonde. Et c'est ça qui a fait le lien entre mon père et M. Clancy. Et M. Clancy a su reconnaître chez papa bien, des valeurs humanistes, des valeurs patriotiques. C'est ce qui les a unis. Et comme papa, quand il était dans l'armée, était instructeur et cartographe, il apprenait aux jeunes militaires à utiliser des cartes et à
à dessiner des cartes. Mon père était très doué, c'était un artiste aussi. Monsieur Clemcy lui a proposé, même sans diplôme français, d'entrer dans son service de dessinateur industriel. Et donc papa est rentré comme ça dans l'entreprise Clemcy, et il a fait toute sa carrière dans l'entreprise Clemcy jusqu'à l'âge de 77 ans. Oui. Monsieur Clemcy s'est battu 3 fois devant les prud'hommes pour que papa soit autorisé à continuer à travailler, puisque papa a commencé sa vie, mais il avait plus de 40 ans, il avait 4 enfants, et le but de papa était que tous ses enfants fassent des études universitaires. Et comme nous étions réfugiés politiques, moi j'avais un statut de réfugié politique aussi, c'était difficile. Nous avions quand même des bourses. Avec un certain nombre de réfugiés politiques, on avait droit à des bourses, mais papa voulait absolument donner une éducation à ses enfants, pas uniquement nous permettre d'aller à l'école, mais nous permettre de voyager. Pour lui, c'était très important. La culture, là je rejoins M. Genba, je rejoins ce que vous disiez également. Pour lui, la culture, c'était très important. Et pour papa, il nous disait toujours, vous êtes polonais, mais vous devez aussi aimer votre deuxième pays, votre pays d'adoption qui est la Pologne, qui est la France. Et c'est lui qui nous a permis d'aimer ce pays. Et il nous a autorisés à l'aimer, parce que ce qui n'est pas évident du tout. Il nous a autorisés, et non seulement autorisés, mais pour nous c'était un devoir d'être des bons citoyens français. Et d'aimer autant la France que la Pologne. Et il disait, pour être des citoyens français, il faut que vous connaissiez cette culture, les traditions, l'histoire. Donc, pour nous, c'était une exigence. Nous devions tous faire des études universitaires en France. Donc, c'était très difficile parce qu'à la fois, il voulait qu'on découvre notre pays, notre culture polonaise, mais en même temps, et peut-être encore plus, la culture française, parce qu'il disait, vous ne serez reconnus comme des bons citoyens français que si vous êtes des citoyens polonais à part entière. Et vous ne serez reconnus comme des citoyens polonais à part entière que si vous êtes de bons citoyens français. Donc je dois dire qu'on a baigné dans cette double culture, et je crois que ça, c'est la richesse qu'il a pu nous transmettre, cette force qu'il a pu nous donner. Donc voilà le lien avec M. Clemcy. C'est ça. Donc 77 ans, Oui, n'est-ce pas? Voilà, et puis évidemment, les relations de M. Clemcy avec les syndicats qui n'étaient peut-être pas douces à certains moments, n'est-ce pas? Parce que les syndicats n'étaient pas très contents, ils n'acceptaient pas. Un travail de 60 voilà, ans. c'est ça. Et ont voulu faire passer M. Clemcy comme un exploitant de la classe, voilà. Alors que pas du tout. M. Clemcy faisait ça pour aider papa, parce qu'il savait que papa était un homme très fier et qu'il voulait travailler pour éduquer ses enfants et pour permettre que ses enfants fassent des études. Je pense qu'il fallait aussi voir le Pour commencer, je ne voudrais pas qu'on s'en aille, qu'on termine sans faire un sort encore à une dimension où il est un personnage unique dans notre communauté. Ce papa, c'est qu'il a été le seul à obtenir du pape Jean-Paul II une audience privée. Et nous avons tâché d'explorer un peu les attendus de ce privilège. Certains chefs d'État n'en ont pas obtenu autant du pape. Alors, qu'est-ce qu'il est allé faire là-bas? Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Ça n'a pas été seulement une visite de courtoisie, mais quelque chose qui était porteur d'un message assez lourd, n'est-ce pas? Alors, explication textuelle. Voilà. Alors, effectivement, mon père était imprégné d'une foi profonde et en même temps ouvert à la culture, ouvert aux sciences en général, à la science en général. Et papa avait un violon d'Ingres que peu de personnes connaissaient. En dehors du scoutisme, de l'armée, il était passionné d'astronomie. D'astronomie, pas d'astrologie. Et papa, comme ça, en amateur, faisait de la recherche. Déjà, quand il faisait partie des cercles d'étudiants à Dublin, il faisait partie d'un groupe d'étudiants qui faisaient de la recherche en astronomie, parce que vous évoquiez Copernic. Papa était très fier de Copernic, il avait nous en parler beaucoup. Vous savez qu'il y avait eu à une époque une petite lutte entre Copernic et Kepler, et que papa voulait absolument remettre à Lutner Copernic.
Papa, qui était également un grand croyant, savait ce que l'Église à une époque était un peu fermée à toutes les idées au modernisme, à l'apport de la science. Et en cela, il rejoignait un petit peu notre pape Jean-Paul II, qui voulait, en tant que pape, ouvrir l'Église à l'apport scientifique international. Et le pape Jean-Paul II avait créé comme ça des rencontres mensuelles au Vatican de scientifiques du monde entier, croyants et incroyants, scientifiques qui venaient parler de leurs découvertes, etc. Et papa, qui pas du tout en tant que scientifique, il faut rester très humble, papa en tant que chercheur, en tant qu'amateur, en tant que passionné par l'astronomie, avait une envie. Il voulait découvrir le sort de notre humanité, le sort de notre Terre, et en faisant des liens entre les textes bibliques et puis ses recherches sur l'astronomie, avait une intuition comme ça sur la chute du système solaire, la chute de la Terre. Et il faisait des calculs, des recherches, pour essayer de montrer, ou démontrer, ou expliquer que tout le système solaire était en chute. Alors ça, il n'y a pas d'explication scientifique, c'était chez lui une intuition. Peut-être même métaphysique. Peut-être, je ne sais pas. Je n'ai pas vraiment suivi ça de manière très approfondie parce que c'était une recherche très personnelle de papa. Il a beaucoup écrit là-dessus, mais j'avoue ne pas avoir vraiment pénétré tout cela encore. Parce que je veux dire, je suis encore en période de deuil par rapport à la mort de papa. Donc ça m'est très difficile et très douloureux de parler de tout ça. Mais c'est quelque chose qui lui tenait très à cœur. Et papa créait des maquettes, faisait de la recherche, c'est ce qui l'avait passionné, c'est ce qui avait rempli ses dernières années de vie. Et donc papa voulait s'ouvrir de ses recherches au pape. Et papa avait un grand ami, deux grands amis au Vatican, c'était le père Bednarski, donc le père dominicain, qui venait régulièrement dans le bassin du Pacifique, ainsi que le père Franz Rostwolski, qui était un jésuite. Et tous les deux habitaient Rome, puisque père Bednarski était d'ailleurs professeur du pape Jean-Paul, puisqu'il était professeur de philosophie et de théologie à l'Angélicum de Rome, et père Bednarski étant un très très grand ami de papa, ainsi que le père Rostwolski, ont permis à papa d'être reçu par le pape Jean-Paul II. Et papa donc avait emmené toutes ces maquettes, puisqu'il construisait des maquettes sur le système solaire, sur la Terre et puis tous les astres. Papa a eu cette chance, ce privilège, c'était vraiment effectivement pour lui un grand honneur, un grand privilège de pouvoir parler de ses recherches à Pierre. Il l'appelait Pierre, le chef de son église, et je crois que c'était le personnage central pour papa dans ces dernières années, c'était le pape Jean-Paul II, en tant que Polonais et surtout en tant que chef de l'église. Donc c'est vrai que... Je suis très heureux que tu aies rappelé la figure de Félix Bednarski, n'est-ce pas? Madame Bersager, une fois, a été mon ambassadrice à Cracovie, où il s'est retiré après sa retraite à Rome. Je l'ai eu au téléphone une ou l'autre fois. Maintenant, il est peut-être un peu tard pour cela. Quand j'ai entendu parler de cette visite, quand ton papa m'en a parlé, je vais un peu la réaction des fourberies de Scapin, n'est-ce pas? Mais qu'allait-il donc faire dans cette galère, n'est-ce pas? Et il a fallu, j'ai buté sur cette question à peu près juste à la mort de Jean-Paul II, où je me suis procuré la grande biographie quasi officielle, patronnée par Jean-Paul II lui-même, de Georges Weigel, qui est donc un Américain, et où Weigel fait état que, je crois, à partir de 82, c'est-à-dire 4 ans après le début du pontificat, Jean-Paul II décide de la révision du procès Galilée, n'est-ce pas? Celui qu'on avait forcé à se taire parce qu'il
parce qu'il a professé des idées scientifiques qui étaient contraires à l'idée qu'on se faisait de l'univers, n'est-ce pas? La fameuse querelle du géocentrisme et de l'héliocentrisme. Qu'est-ce qui est le centre de l'univers? Est-ce que c'est la Terre parce que l'homme y est? Est-ce que c'est le Soleil? Et évidemment, Galilée a mis en évidence que c'était nous qui tournons autour du Soleil. L'Église, ça ne l'arrangeait pas qu'on dise cela, et donc on a censuré Galilée. Il a fallu attendre Jean-Paul II, 1982, pour qu'on rouvre le procès de Galilée, et je me suis dit, eh bien, cette visite, ça n'a pas été une anecdote. La privilégiature, n'est-ce pas, de Félix Lénas qui n'aurait pas suffi, en fait, il est allé porter là-bas un message qui était en relation avec, finalement, la révision des conceptions de l'Église en matière astronomique. Est-ce que ce n'est pas astronomique? C'est fou, n'est-ce pas? On en reste là pour la politique des échantillons. On fait une conclusion rapide. 3 points. Premier point, nous avons beaucoup travaillé et fait très peu. Donc il faudra continuer, n'est-ce pas? Je crois que c'est le premier point qui s'impose aujourd'hui. Nous n'en sommes qu'à un début. Secondement, même si nous n'avons pas beaucoup d'auditeurs dans la salle à l'heure qu'il est, il faut penser, et pour moi c'est l'essentiel, c'est la conservation de l'image, le secours de la technique étant de notre côté aujourd'hui et nous permettant de créer des documents quasi inaltérables et de bonne qualité, c'est quand même ça qui me semble l'enjeu essentiel de la séance d'aujourd'hui. Troisièmement, je passe le relais à celle qui va s'illustrer dans quelques semaines à l'écomusée à ma suite, n'est-ce pas? C'est Annabelle Versinger qui évidemment est peut-être un peu frustrée d'avoir été réduite au silence aujourd'hui, mais qui va prendre sa revanche, n'est-ce pas, une autre fois, et donc qui dans la série Goût et saveur, je crois, va proposer peut-être une séance ou plusieurs, ou même une initiation à la gastronomie polonaise, de manière à prolonger par une nouvelle action complémentaire, ce que nous avons fait aujourd'hui sur le plan de la mémoire. Voilà. Troisième point, le dernier, c'est quand même Jean Echinski qui nous a interpellés avec ce drapeau de Yoshiata, et je crois qu'il faudra que, comme j'ai commencé à le faire avec lui, avec l'abbé Jacek Stewa, avec mon cousin Kałużyński, le président du PZK, il faut quand même que nous réussissions, au point où nous en sommes, à coordonner nos vues et à marcher du même pied en ce qui concerne la muséification des traces polonaises. Les drapeaux en sont, il y en a d'autres. Que faisons-nous? Il faut absolument que nous sachions éviter l'émiettement. Je crois que nous ne pouvons plus nous permettre d'être chacun dans son coin à bricoler son petit machin. Moi, je crois que c'est terminé. Nous sommes quand même une communauté qui, je dirais, a son passé derrière soi et peut-être pas un avenir aussi long. Donc, je crois qu'il faut réfléchir à tout ce que l'écomusée peut nous apporter, que éventuellement un autre lieu ne peut pas nous apporter dans le bassin de pour que cette muséification soit réussie. Il est évident que là aussi, quand on m'a parlé la première fois de cette affaire de drapeau de Yoshiata à l'écomusée, j'ai fait un bond comme ça, et je me suis dit, qu'est-ce que c'est encore que cette fantaisie? Et puis, réflexion faite, je pense que Jean avait quelques longueurs d'avance, et puis finalement, regardez, il y a eu un moment où les drapeaux se sont cachés.
n'est-ce pas? N'est-ce pas? Pendant la guerre, dans tel clocher, etc., tirer une balle, il fallait pas les montrer. Eh bien, aujourd'hui, c'est le moment de les montrer parce que finalement, ça a été créé pour ça, n'est-ce pas? Un drapeau, c'est un signe de ralliement, c'est quelque chose qui se manifeste à l'œil. Donc, où le montrer mieux qu'ici, avec les précautions muséographiques nécessaires, la mise sous verre, etc. Ici, ils seront vus, ils ont été créés pour ça, et ils continueront donc, je dirais, une deuxième très belle vie, car quand même, à l'Écomusée, il y a un débit de visiteurs en tout genre pendant l'année qui n'existe nulle part ailleurs. Maintenant, je ne sais pas, excuse-moi, je pense qu'à Ronchon, il y a beaucoup de choses aussi sur nos mineurs. Je ne le sais pas, je sais Il qu'ils faudra les voir, mais je ben, sais qu'il y avait des photos quand moi j'y étais, il y avait des écrits, donc il y a quelqu'un qui les a donnés. Voilà. Bah, écoutez, ce qui est important voilà. surtout dans tout ça, Oui. c'est que, je te coupe la parole, Ah, oui, 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 oui. c'est que lorsque vous avez un objet, un document n'importe quoi, donnez-le donc, si vous ne savez pas quoi faire avec, donnez-le tout de suite à une organisation de l'État. Donc, le musée, ça fait partie du Conseil général d'Alsace.